Ce que tu cherches, tu le poursuis depuis toujours. Mais l'as-tu seulement accueilli, ne serait-ce qu'un instant, sans le fuir, sans le craindre? Cette question résonne comme un murmure venu de l'intérieur, une vérité simple que l'on oublie sous le tumulte des désirs, des peurs et du quotidien. Bienvenue sur Livre Sacré, un lieu où l'on dépouille les mots de leurs artifices et où l'on revient à l'essentiel. Aujourd'hui, ce que nous allons parcourir ne vient pas d'un mythe perdu ni d'un mystère occulte. C'est un chemin. Un fil tendu à travers les siècles pour ceux qui veulent comprendre ce qui dépend d'eux, et ce qui n'en dépend pas. Ce texte est inspiré de la tradition stoïcienne, cet héritage forgé par des penseurs qui cherchaient moins à comprendre les dieux qu'à comprendre l'homme. On raconte qu'il n'a pas été écrit d'une seule main, mais qu'il rassemble la sagesse passée de maître à disciple, de rue en portique, d'âme en âme. Au cœur de cette lignée se tient une figure que l'histoire connaît davantage par ses actes que par ses mots. Solon d'Arget, philosophe errant dont les enseignements se sont transmis sans qu'il n'en réclame jamais la gloire. Un homme simple, mais dont la clarté intérieure faisait vaciller les illusions les plus solides. Il disait que la vraie force ne réside pas dans la maîtrise du monde, mais dans la maîtrise de ce qui s'agite en nous. À Solon, on attribue des maximes, mais surtout une manière de vivre, dépouillée, lucide, alignée. Certains affirment qu'il enseignait l'art de transformer l'adversité en puissance. D'autres qu'il voyait dans chaque épreuve un maître silencieux. Ce que nous entamons ici n'est pas une lecture, c'est une ascèse, un retour à soi, un voyage vers une sagesse que tu possèdes déjà, mais que le bruit du monde a recouverte. Dans ces pages, nous approcherons les principes fondamentaux qui ont guidé des générations de chercheurs. Comprendre la nature, discerner ce qui est en notre pouvoir, accueillir ce qui ne l'est pas, vivre selon la raison, cultiver la paix intérieure. Ces principes ne sont pas des spéculations, ce sont des outils. Des pierres sur lesquelles on s'appuie lorsque tout semble vaciller. Ce chemin demande une forme d'écoute particulière, non pas une écoute mystique, mais une écoute honnête. Il ne s'agit pas d'accumuler du savoir, il s'agit de se transformer. De s'alléger. De revenir à la posture juste, celle qui permet de traverser la vie avec droiture, même lorsque les vents sont contraires. Si ce discours fait naître en toi une clarté, même brève, même fragile, alors avance avec nous. Sur Livre Sacré, nous marchons ensemble vers un espace intérieur où rien ne peut nous être arraché. Écoute maintenant. Ce qui suit n'est pas un dogme. C'est une invitation à reprendre la responsabilité de ton propre esprit. Nous voici face au premier principe, la primauté de l'esprit sur les événements. Tout commence ici. C'est la racine de la liberté humaine. Le principe qui, une fois compris, transforme non pas le monde, mais la manière dont tu y habites. Il dit ceci. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons des choses. Laisse cette phrase se déposer en toi. Tout ce que tu vis, chaque joie, chaque trouble, chaque obstacle ne provient pas des circonstances, mais de la manière dont ton esprit les interprète. Pour les anciens stoïciens, l'univers n'était ni hostile ni bienveillant. Il était ordonné, régi par une raison profonde, le logo, à laquelle chacun peut choisir de s'accorder. Nous ne sommes pas des victimes du destin. Nous sommes des participants de la raison universelle, libres d'ajuster nos jugements, libres de répondre avec sagesse, libres de refuser l'emprise de ce qui n'est pas en notre pouvoir. Imagine l'univers comme un vaste ordre. Chaque événement est une pierre placée avec justesse. Chaque rencontre, chaque perte, chaque souffle participe d'un ensemble plus grand que nous. Et toi aussi, tu fais partie de cet ordre. Chaque pensée est un choix. Chaque réaction est une décision. Chaque émotion est un élan que tu peux guider vers la paix ou vers le chaos. Voici le premier secret. Avant de vouloir transformer ta vie, transforme ton regard. Et c'est là que commence toute véritable liberté. Et cet artiste dont nous parlions, il ne peint pas sur une toile suspendue dans quelque ciel lointain. Il peint directement sur la trame de sa propre raison. Rien n'est extérieur à lui, car tout ce qu'il rencontre passe d'abord par le filtre de son jugement. Ce n'est pas le monde qui donne forme à son esprit, c'est son esprit qui donne forme au monde qu'il perçoit. Pour les sages de l'Antiquité, l'univers n'était pas une cathédrale de mystère, mais une architecture rationnelle. Un ordre vivant, structuré par un principe silencieux, le logo. Ils enseignaient que le monde n'est pas né d'un caprice divin, mais de la cohérence même de la nature. La matière, les lois qui la régissent, le déroulement du temps, la logique des saisons, tout répond à une organisation plus vaste que nos sens, mais parfaitement accessible à notre intelligence. Et c'est là que surgit une vérité simple, mais capable de transformer toute une vie. Puisque le monde est ordonné, la paix intérieure naît lorsqu'on s'accorde à cet ordre. Notre conscience individuelle est une parcelle de cette raison universelle. Une étincelle du grand feu. Un fragment du monde capable de s'observer lui-même. Cela signifie que nous portons en nous un pouvoir immense. Non pas celui de créer le monde à partir du néant, mais celui de créer notre manière d'y répondre. C'est là que réside la véritable liberté stoïcienne. Ce pouvoir n'a rien d'abstrait. L'imagination, pour un stoïcien,
n'est pas une magie, c'est une préparation de l'esprit, une capacité à se représenter le possible, à anticiper les obstacles, à voir la route avant de la parcourir. Chaque invention, chaque acte de courage, chaque transformation personnelle est née d'une image intérieure, une vision claire de ce que l'on pouvait devenir. Un artisan qui perfectionne son œuvre, un stratège qui devine l'issue d'un conflit, un penseur qui démêle une question difficile, tous ont vu ce que d'autres ne voyaient pas. Ils ont imaginé une forme plus juste, plus fine, plus alignée. L'imagination est le premier mouvement de la raison lorsqu'elle s'oriente vers l'action. Le stoïcisme nous invite à honorer cette faculté, à la protéger, à la clarifier. Car c'est par elle que nous façonnons notre caractère, et notre caractère façonne notre destin. Mais alors, comment cette conscience raisonnable façonne-t-elle notre réalité quotidienne? C'est ici que le stoïcisme devient radicalement concret. Notre esprit agit comme un prisme. Ce n'est pas la vie qui nous trouble, mais l'interprétation que nous en faisons. La réalité n'est pas une citadelle immuable, elle se colore de nos convictions, de nos attentes, de nos jugements. Deux personnes peuvent marcher dans la même rue, sous le même ciel, au même moment, et pourtant vivre deux mondes opposés. Celui qui est persuadé que la vie lui est hostile verra dans chaque difficulté une injustice. Son esprit, fidèle à cette croyance, cherchera des preuves de sa propre malchance et les trouvera. À l'inverse, celui qui se sait capable de grandir, de traverser, de s'adapter, verra dans les obstacles des maîtres, dans les épreuves des occasions de s'élever. Imagine une personne qui a grandi en croyant qu'elle n'a pas de valeur. Elle évitera les responsabilités, redoutera le regard d'autrui, vivra craintive et réduite. Non pas parce que le monde l'Y oblige, mais parce qu'elle a bâti sa vie sur un jugement erroné. Mais qu'elle décide un jour ne serait-ce qu'un instant de se parler autrement, de tester un nouveau regard. Et quelque chose bascule. D'abord une résistance intérieure, puis une ouverture. Comme une fenêtre qu'on entr'ouvre dans une pièce assombrie. Une nouvelle perception naît. Non pas par magie, mais par décision. Et cette décision, répétée, devient un socle. Un nouveau rapport au monde. Voilà la liberté stoïcienne. Le pouvoir de choisir son jugement. Maîtriser ses pensées n'est pas un exercice d'ascète. C'est un acte de bâtisseur. Un acte souverain. Le geste même de reprendre sa place dans l'ordre du monde. Expérimente-le un instant. Ferme les yeux et imagine n'importe quel objet de ton quotidien. Une lampe, une chaise, un instrument. Avant d'être une forme matérielle, il a été conçu dans un esprit humain. Un plan, un calcul, une intention. Le visible est toujours précédé par l'invisible. Le raisonnement, l'idée, l'intention. Le stoïcisme nous rappelle deux vérités essentielles. L'humilité, parce que nous n'avons aucune prise sur ce que le monde décide d'être. Et la puissance, parce que nous avons une prise totale sur la manière dont nous l'accueillons. Chaque pensée laisse une marque. Chaque émotion déploie un mouvement en nous. Rien n'est neutre, tout participe à la construction de notre caractère. Alors, lorsque naît en toi une idée juste, une impulsion noble, un élan droit, ne la néglige pas. C'est une semence. Un début. La promesse d'un toi meilleur. Le stoïcisme enseigne ceci. Deviens maître de ton esprit, et tu seras maître de ta vie. Et maintenant, avançons ensemble vers le deuxième principe. La correspondance, version stoïcienne. Non pas un lien mystique, mais l'observation lucide que les lois qui gouvernent l'univers gouvernent aussi l'âme humaine. Car pour vivre en harmonie avec le tout, il faut d'abord comprendre le rythme qui circule entre le ciel et l'homme. Elle nous enseigne que tout dans l'univers possède un ordre, une structure, une relation intime avec tout le reste. Non pas une symphonie mystique, mais une cohérence, une interconnexion qui traverse toutes les échelles de la nature. Le stoïcien n'y voit pas un enchantement, mais une architecture. Une manière pour le monde de nous rappeler que les lois qui gouvernent les astres sont les mêmes que celles qui gouvernent notre esprit. Imagine l'univers comme un organisme immense. Chaque partie en reflète une autre, car tout obéit au même principe d'harmonie. Ce n'est pas une idée poétique, c'est la vision qu'avaient les anciens lorsque, observant la nature, ils y reconnaissaient les mêmes rythmes que dans leur propre vie. Le retour du printemps, la marche du soleil, la croissance d'un arbre ou la chute d'une pierre, tout cela leur enseignait que le monde intérieur et le monde extérieur répondent aux mêmes lois. Voilà l'essence du lien entre le macrocosme et le microcosme dans la pensée stoïcienne. L'être humain n'est pas un étranger dans l'univers, il en est une expression. Une partie intégrée à l'ensemble. Une cellule dans un corps infiniment plus vaste. Et ces correspondances sont visibles pour quiconque sait regarder. Observe l'ordre des saisons, croissance, maturité, déclin, repos. Ce sont les mêmes phases que traverse une vie humaine, un projet, une émotion. Observe le fonctionnement du corps. Équilibre, circulation, tension, relâchement. Les mêmes principes organisent nos relations, nos décisions, nos efforts. Même la structure du raisonnement humain obéit à un ordre semblable à celui de la nature.
Cause et effet, action et conséquence, tension et résolution. Tout est relation. Tout répond à un rythme. Tout s'inscrit dans une cohérence plus vaste que nous. Mais à quoi sert cette compréhension dans notre quotidien? Pour le stoïcien, le principe de correspondance n'est pas une doctrine cosmique. C'est un outil de lucidité. Il nous rappelle que notre perception du monde extérieur dépend directement de l'ordre ou du désordre de notre monde intérieur. Le monde ne reflète pas nos désirs, mais nos jugements, nos réactions, nos dispositions. Un esprit perturbé voit un monde hostile. Un esprit apaisé voit un monde intelligible. Un esprit confus rencontre des situations confuses. L'univers ne cherche pas à nous punir ni à nous récompenser. Il suit simplement son cours. Mais nous le lisons à travers la qualité de nos pensées. Et lorsqu'on comprend cela, on cesse de demander « Pourquoi cela m'arrive ?» Et l'on commence à demander « Quelle part de moi réagit ainsi ?» C'est ici que la sagesse commence. Les événements de la vie deviennent des maîtres, des indications, des opportunités d'alignement. Une panne de voiture, pour un stoïcien, n'est pas un signe mystérieux. C'est une occasion de mesurer son calme, sa patience, son jugement. Une rencontre inattendue n'est pas un message occulte. C'est une chance de pratiquer la bienveillance et la réciprocité. Une difficulté n'est pas un obstacle. C'est un terrain d'entraînement. Le sage ne cherche pas à changer les circonstances. Il cherche à se connaître à travers elles, à discerner ce qu'il contrôle et ce qu'il doit laisser aller. C'est ainsi qu'il passe de victime des événements à artisan de son propre caractère. Imagine une femme qui perd son emploi. Son premier réflexe est la peur. Puis elle se souvient de ce que les stoïciens enseignent. Ce n'est pas l'événement qui la trouble, mais le jugement qu'elle porte dessus. Elle interroge alors son propre esprit. Qu'est-ce que cette perte révèle en moi? Elle découvre qu'elle vivait bridée par la peur d'échouer, incapable de quitter un travail qui ne l'épanouissait plus. Alors elle transforme l'obstacle en tremplin. Elle saisit cette rupture non comme une chute, mais comme une ouverture. Et en agissant ainsi, elle découvre que la liberté commence là où la peur se termine. Un autre homme, artiste talentueux, tremble toujours sous le regard d'autrui. Chaque critique le blesse. Chaque remarque devient une tempête intérieure. Puis un jour, il voit clair. Ce qui le meurtrit n'est pas la critique en elle-même, mais son besoin d'approbation. Il travaille alors non à changer le public, mais à changer son jugement. À distinguer ce qui dépend de lui, son art, de ce qui ne dépend pas de lui, l'opinion. Et soudain, le monde extérieur change. Non pas parce qu'il s'est transformé, mais parce que lui s'est transformé. Ces histoires nous rappellent ceci. Nous ne sommes pas de simples fragments perdus dans l'immensité. Nous sommes des parties actives du grand ordre du monde. Nous sommes à la fois ce que nous voyons, et la manière dont nous le voyons. Comprendre le principe de correspondance, c'est apprendre à lire le monde comme un miroir. Un miroir qui ne ment jamais. Un miroir qui, à chaque instant, nous invite à devenir plus lucide, plus aligné, plus humain. Le monde ne changera pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. Ce n'est pas une croyance, c'est une loi fondamentale constatée par tous les sages, des stoïciens aux philosophes d'Égypte. Lorsque l'on comprend que l'être humain est un microcosme façonné par les mêmes lois que le cosmos, on comprend que transformer son esprit revient à transformer sa vie. Nous avons posé un premier pilier. L'univers est ordre. Tout existe dans un réseau de causes, de lois, de mouvements rationnels. Puis nous avons exploré le deuxième pilier. Ce qui est en nous reflète ce qui est dans le monde, et inversement. Le petit porte en lui les lois du grand, et le grand éclaire le petit. Mais il manque un troisième élément pour que cette sagesse devienne vivante, pratique, applicable. Quel est le moteur de cet ordre? Quelle est la force qui met en mouvement les lois de l'esprit et de la correspondance? Le stoïcisme répond par une vérité aussi simple que profonde. Astérisque astérisque, rien n'est immobile. Tout est en mouvement astérisque astérisque. Ce n'est pas qu'un constat physique, c'est la nature même du réel. Les corps se transforment, les saisons tournent, les pensées se succèdent, les émotions naissent et passent. Notre esprit, lui aussi, est un flux. Un courant continu d'impressions, de jugements et de décisions. Le monde n'est pas figé. C'est un changement perpétuel. Un rythme. Un souffle. Et nous aussi, nous sommes une note dans cette grande respiration du monde. Pour les stoïciens, ce mouvement est la clé de toute transformation. Tout possède une dynamique propre. La matière évolue lentement. Les pensées se déplacent rapidement. Et nos jugements façonnent notre existence. La colère entraîne la colère. La peur nourrit la peur. La paix appelle la paix. La lucidité attire la lucidité. Ce que nous cultivons en nous finit toujours par se manifester autour de nous. Les pensées, non pas des fréquences, mais des causes. Nos pensées ne sont pas des énergies mystiques. Ce sont des causes qui produisent des effets. Nos jugements intérieurs créent nos réactions, nos comportements, nos choix, et ces choix construisent notre réalité.
Une pensée de manque, comportement fermé, anxieux, résultat limité. Une pensée de gratitude, comportement ouvert, confiant, résultat plus riche. Les stoïciens résument cela ainsi. Astérisque astérisque, nous n'obtenons pas ce que nous désirons. Nous obtenons ce que nous cultivons en nous. Astérisque astérisque. Ce n'est pas de la magie. C'est une logique. Une mécanique psychologique implacable. Si vous entretenez la peur, vous agirez comme quelqu'un qui doit se protéger et vous confirmerez vos peurs. Si vous entretenez la joie, vous vous comporterez comme quelqu'un qui peut accueillir et vous attirerez ce qui nourrit cette joie. Le monde extérieur devient le prolongement naturel de votre monde intérieur. Transformer son état intérieur, le pouvoir stoïcien par excellence. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas prisonniers de nos états. La qualité de notre esprit n'est pas un destin, c'est une discipline. Voici les états intérieurs les plus élevés. La gratitude, la bienveillance, l'apex, la justice, la joie, calme, la maîtrise de soi. Quand vous cultivez ces vertus, vous créez une vie plus claire, plus fluide, plus harmonieuse. Un geste de gentillesse, un moment de silence, une pensée juste, chacun de ces actes est une élévation de votre état intérieur. À l'inverse, les états bas, colère, jalousie, peur, ressentiment alourdissent l'esprit et obscurcissent le jugement. Le sage ne les fuit pas, il les observe, les comprend, et choisit de ne pas s'y abandonner. Anecdote 1, l'abondance naît d'un jugement juste. Imaginez une personne ayant toujours vécu dans la peur du manque. Ses pensées sont « Je n'y arriverai pas. Je n'ai rien. Je suis bloqué. » Elle se ferme, se protège, évite l'initiative. Et sa vie reste étroite. Puis un jour, elle comprend ceci. Ce n'est pas son absence de ressources qui la limite. C'est son jugement. Elle commence par reconnaître ce qu'elle possède déjà. Elle cesse de mépriser les petites opportunités. Elle adopte un comportement d'ouverture au lieu d'un comportement de défense. Alors les occasions apparaissent. Des conseils, des rencontres, des idées nouvelles. Le monde extérieur ne change pas par magie. C'est elle qui change sa manière de s'y engager. Sa réalité s'élargit parce que sa vision s'est élargie. Anecdote 2, la paix naît d'un esprit réordonné. Un homme vivait dans la colère. Tout le contrariait, tout l'agressait. Son monde était un champ de bataille. Puis il comprit une vérité stoïcienne. Ce ne sont pas les autres qui créent notre agitation. C'est l'interprétation que nous faisons de leurs actes. Alors il décida de changer son regard. Il commença par s'accorder chaque matin quelques minutes de silence. Il observa le monde sans le juger. Il apprit à distinguer ce qui dépendait de lui de ce qui n'en dépendait pas. Petit à petit, son esprit s'apaisa. Et avec lui, ses relations. La vie devint plus douce, non parce qu'elle avait changé, mais parce que son jugement avait changé. Il n'avait pas réformé le monde. Il avait réformé son esprit. Nous avons désormais posé les fondations de toute réalité. D'abord l'univers compris comme un ordre rationnel. Puis son reflet dans chacune de ses parties. Et enfin le mouvement perpétuel qui traverse toute chose. Il est maintenant temps d'aborder une loi intérieure que les stoïciens plaçaient au cœur de la vie humaine, car elle est la source de nos souffrances comme de nos apaisements, la polarité ou, selon leur langage, la nature double des impressions. La polarité, tout est double. Toute chose possède deux aspects. C'est ainsi que les stoïciens décrivaient l'expérience humaine. Le chaud et le froid, la lumière et l'ombre, la joie et la peine, rien de tout cela n'existe sans son opposé. Mais là où l'esprit non entraîné voit un affrontement, le sage voit une même réalité présentée sous deux degrés différents. Le chaud et le froid sont deux intensités d'un même phénomène, la chaleur. La lumière et l'ombre, deux niveaux d'un même éclairement. Le courage et la peur, deux manières de répondre à un danger. La haine et l'amour blessé, deux réactions d'un même cœur vulnérable. Les contraires ne sont pas séparés. Ils sont liés, continus, inséparables. L'unité derrière la dualité. Le stoïcisme nous invite à regarder derrière les apparences. Dans chaque extrême se cache l'autre. Cela signifie une chose fondamentale, nous ne sommes jamais enfermés dans un pôle. Nous pouvons glisser d'un état à l'autre, non par magie, mais par un changement de jugement. La peur peut devenir prudence, la colère peut devenir fermeté, le manque peut devenir simplicité, la haine peut devenir compréhension. Ce que d'autres traditions appellent transmutation, les stoïciens l'appellent rectification de l'assentiment, changer la manière dont on interprète une impression pour transformer l'émotion qui en est. La transformation intérieure. Lorsque surgit une émotion difficile, le stoïcien ne lutte pas contre elle car lutter renforce ce que l'on veut faire disparaître. Il l'observe, sans colère ni complaisance. Puis il se demande, quel est l'autre versant de cette impression? Quel jugement la soutient? Vers quel état plus juste puis-je me tourner? La colère, se tourner vers la patience et la paix. La peur, cultiver la lucidité et le courage. La haine, reconnaître la douleur et choisir la compréhension. On ne chasse pas une émotion. On lui propose une direction plus haute.
Comme disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur elles. Changer ce jugement, c'est changer l'émotion elle-même. L'équanimité, être au centre. Le sage stoïcien ne fuit pas les contraires. Il s'établit au milieu, là où rien ne peut le secouer profondément. Il ne s'attache pas à la joie comme si elle devait durer, ni ne redoute la peine comme si elle devait le détruire. Il reconnaît que la vie oscille. Il ne cherche pas l'immobilité, il cherche l'équilibre. Un état où l'insulte ne touche plus, où l'échec ne décourage plus, où le succès n'enivre plus. Là où les opposés cessent d'être des tempêtes et deviennent des phénomènes naturels. Le principe du rythme, la grande respiration du monde. Comprendre la polarité mène naturellement à comprendre le rythme. Les pôles ne sont pas fixes. Ils se succèdent, se répondent, se transforment. La loi du rythme, tout avance, tout recule. Tout en nous et autour de nous suit un mouvement. Les saisons avancent et se retirent. Oh, la mer respire. Le jour s'élève et s'efface. La lune croît et décroît. Le cœur humain connaît l'ardeur puis le repos. Oh, l'esprit passe de la clarté au doute et du doute à la clarté. Rien n'est permanent. Même les émotions les plus intenses s'effacent lorsqu'on cesse de les alimenter. Ce mouvement n'est pas un défaut du monde. C'est son rythme, sa mesure, sa sagesse. La souffrance naît de la résistance. Ce qui nous fait souffrir n'est pas la vie elle-même, mais notre refus de la laisser suivre son cours. Nous voulons que l'été soit éternel, que la joie dure toujours, que la croissance ne s'arrête jamais. Mais retenir un cycle, c'est créer une tension intérieure. La sagesse consiste à accepter le flux, à accueillir les hauts sans en faire un piédestal, et les bas sans en faire une tragédie. Chaque période prépare la suivante. Le stoïcien ne demande pas au monde d'être stable. Il apprend à être stable au cœur du monde. Dans la vision stoïcienne, la vie n'est pas un jardin où l'univers ferait pousser nos émotions. C'est notre propre esprit qui est la terre. Les événements sont neutres, ils tombent comme la pluie. Mais ce que nous en faisons dépend de ce que nous avons préparé en nous. Une offense tombe sur un esprit entraîné, il reste paisible. La même offense tombe sur un esprit vulnérable, il s'enflamme. Une difficulté tombe sur un homme discipliné, elle devient occasion de vertu. La même difficulté tombe sur un homme dispersé, elle devient catastrophe intérieure. Ce ne sont pas les événements qui diffèrent, mais l'homme qui les reçoit. Devenir cause plutôt que devenir effet. Quand l'être humain accepte pleinement que sa paix, sa clarté et sa force dépendent de lui, il cesse d'être victime de ses états. Il devient leur auteur. Il ne demande plus au monde d'être facile. Il devient solide. Il ne demande plus aux autres d'être parfaits. Il devient patient. Il ne demande plus que la vie change. Il change sa manière de la regarder. Il devient un architecte intérieur, celui qui façonne volontairement le type d'homme qu'il veut être. La liberté véritable. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté ne consiste pas à contrôler les événements, mais à contrôler ce que nous en faisons. Le jour où l'homme comprend qu'il ne maîtrise pas le monde, mais qu'il maîtrise son jugement, il s'éveille. Il cesse d'exiger que les choses suivent sa volonté. Il apprend à aligner sa volonté avec les choses. Et lorsque l'intérieur s'accorde ainsi, l'extérieur cesse d'être un adversaire. Il devient un terrain de pratique, un espace d'élévation, un champ d'exercice pour la vertu. Le sage ne blâme jamais qui que ce soit pour ce qu'il y arrive. Ni ses parents, ni la société, ni le passé. Car tout ce qui appartient au passé n'est plus entre nos mains, ce sont des événements déjà accomplis, des faits qui ne peuvent être changés. Le stoïcien sait que la seule question qui importait, que vais-je faire de ce qui m'arrive? Il accepte donc une responsabilité totale, non pas au sens d'une culpabilité, mais au sens d'une souveraineté intérieure. Ce n'est pas un poids, mais une libération. Car si notre paix dépendait des autres, nous serions à jamais esclaves. Mais si elle dépend de nos jugements, de nos choix, de nos actions, alors nous tenons notre liberté. Si c'est vous qui entretenez certaines pensées, alors c'est vous qui pouvez en cultiver de nouvelles. Des pensées de calme, de lucidité, de force, de dignité. Rien ne vous condamne à répéter vos anciens schémas. Les impressions du passé ne sont pas des chaînes, ce sont simplement des habitudes, et les habitudes peuvent être transformées. Il suffit de créer de nouvelles causes ici, maintenant. Un homme perdit un jour l'usage de ses jambes dans un accident. Pendant longtemps, il nourrit la colère, l'amertume, la plainte. Il accusait le conducteur, puis la vie, puis le destin lui-même. Mais un jour, il comprit ce que les stoïciens répètent depuis 2000 ans. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. L'accident était un événement passé. Sa souffrance, elle, était entretenue par son jugement présent. Ce jour-là, il décida consciemment de choisir d'autres pensées. Il pardonna. Non pour excuser, mais pour se libérer. Il échangea sa colère contre la paix. Il transforma sa douleur en service. Il devint un exemple pour des milliers de personnes.
Il n'a pas changé l'événement, cela est impossible. Mais il a changé ce qu'il faisait de cet événement. Il est passé de l'homme qui subit à l'homme qui répond, de l'effet passif à la cause consciente. Voilà la véritable souveraineté. Prendre soin de ce qui dépend de nous et cesser de s'affliger de ce qui n'en dépend pas. Le principe de cause et d'effet, vu par le stoïcisme, nous ramène à cette vérité simple. Nous ne sommes pas victimes du destin, mais responsables de notre jugement sur le destin. Nous ne contrôlons pas les circonstances, mais nous contrôlons la manière dont nous choisissons d'y répondre. Et lorsque cette responsabilité est acceptée sans réserve, l'homme cesse d'être ballotté par la vie. Il devient son propre gouverneur. Il cesse d'attendre que le monde change. Il change son regard sur le monde. C'est ainsi que l'on devient auteur de sa vie, non en dirigeant les événements,